Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Sanofi. Alors elle a publié ses résultats du premier semestre 2022 le 28 juillet et elle va publier ceux du Q3 2022 le 28 octobre. Alors on passe tout de suite sur notre écran pour voir le graphique de Sanofi et quand on se met sur une période de 6 mois on peut voir que l'action a eu une réaction plutôt mitigée à la sortie des résultats le 28 juillet. Alors par le passé on a pu noter que c'était pas forcément bon signe pour la suite du trimestre ce type de réaction et c'est vrai que pour le coup ça n'a pas manqué puisqu'elle a ensuite fortement chuté à la suite de plusieurs mauvaises nouvelles qui sont sorties dans la presse, qui fait que l'action est passée d'environ 100 € l'action à environ 80 € l'action au plus bas. Elle a donc perdu 20%. Pour prendre un peu plus de recul, on peut se mettre sur une période de 5 années et on peut remarquer que l'action n'a pas fait une très grosse performance sur 5 ans, puisqu'on voit ici depuis 5 ans elle a perdu 1,42%. Alors dans cette vidéo on va rapidement présenter la société, on va analyser ses points positifs et ses points négatifs et on va voir si cette chute représente du coup une opportunité ou bien un risque pour les investisseurs. Du coup on va aller trouver ces derniers résultats et pour ça on va taper tout simplement Sanofi Investor Relations dans Google. On va cliquer sur le premier lien ici. Nous on a besoin des résultats du premier semestre 2022 pour l'analyser, donc on va descendre un petit peu et on va cliquer là-dessus sur tous les résultats financiers depuis 2015. On arrive sur cette page avec tous les résultats et nous on va cliquer sur ceux du deuxième trimestre 2022 et nous ce qui nous intéresse ça va être le communiqué de presse et la présentation en anglais. Donc on va ouvrir les deux documents. Alors déjà avant de commencer, comme vous le savez, Sanofi est une entreprise pharmaceutique et c'est donc un type de business difficile à appréhender et à analyser quand on n'est pas dans le milieu. Donc pour nous personnellement ça va déjà constituer un point relativement négatif si on souhaite investir dedans. Mais pour d'autres qui ont par exemple les connaissances nécessaires pour comprendre la société, ce sera pas du tout un point négatif. On peut rappeler que Warren Buffett lui-même conseille fortement d'investir dans les sociétés qu'on connaît et dont on arrive à comprendre facilement le business. Alors on connaît tout de même quelques particularités du secteur des entreprises pharmaceutiques, les phases 1, phase 2, phase 3 de développement avant la mise sur le marché d'un médicament. Voilà ce genre de choses, mais toutefois on peut dire que la publication reste assez difficile à lire. On a pas mal d'acronymes, pas mal de noms de médicaments, pas mal de noms de maladies à connaître. Là par exemple on nous parle de facteur 8 de remplacement, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc, dans ce paragraphe par exemple dédié à la R&D, dans les commentaires du directeur général de Sanofi, du coup c'est le genre de choses qui va rendre l'analyse un petit peu plus difficile. C'est vrai que pour faire une analyse très complète, il faudrait connaître le marché de chaque maladie, connaître la place de chaque médicament de Sanofi dans ces marchés, connaître la place de chaque médicament des concurrents dans ces marchés aussi, et connaître les habitudes des médecins ou des hôpitaux pour se faire une idée très précise de la situation dans laquelle Sanofi elle se trouve. Mais déjà dans cette vidéo on devrait vous faire normalement une analyse qui devrait vous donner des bonnes bases pour comprendre la société. On passe maintenant à la présentation sous forme de diapo pour aller chercher les infos qui nous intéressent. Alors l'idée derrière ça c'est pas de lire toutes les diapos une par une, ça va être d'essayer de retirer les informations les plus significatives sur le business de Sanofi. Du coup on va déjà aller chercher comment se divise l'activité de Sanofi et quelles sont les branches d'activité. Alors pour information, le chiffre d'affaires de Sanofi sur le Q2 2022 était de 10 milliards d'euros et le business de Sanofi se divise en 4 branches d'activité différentes. Alors on a cette première branche qui s'appelle médecine de spécialité et qui représente environ 40% du chiffre d'affaires total du coup. On peut en dire c'est que le chiffre a été en hausse de 22% par rapport au trimestre de l'année précédente et cette branche c'est un petit peu la vache à lait de Sanofi puisque les bons chiffres de cette branche viennent essentiellement de la forte croissance du médicament phare de Sanofi, le Dupixent. Le Dupixent c'est un médicament par injection qui traite des maladies telles que l'eczéma, le prurigo, mais aussi l'asthme. Et on peut voir qu'avec environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires généré par ce médicament, eh bien il représente 20% des ventes de tout Sanofi quand même. Ensuite, deuxième activité en termes d'importance dans le chiffre d'affaires, il s'agit de médecine générale et ça représente environ 36% du chiffre d'affaires total de Sanofi. Pour le coup, on peut voir que c'est une branche en perte de vitesse puisque les ventes ont fait moins 4,1% par rapport au trimestre de l'année dernière. Alors comme c'est indiqué ici, Sanofi veut que les produits stratégiques, les core assets, représentent 60% de cette branche d'activité. Ils représentent pour le moment 45% et pour ça, ils essayent entre autres de se séparer de produits non stratégiques qui représentent actuellement 51% de cette branche d'activité. Donc on voit qu'ils essayent de faire un peu de remaniement à l'intérieur même de cette branche d'activité et ça peut rajouter quand même un peu d'incertitude. On a vu les deux branches d'activité principales qui font environ 40% et 35% du chiffre d'affaires et la troisième branche d'activité en termes de chiffre d'affaires de Sanofi, ça va être les vaccins. Comme on peut le voir, 1,2 milliard d'euros de ventes, donc environ 12% du chiffre d'affaires. Voilà, ce qu'on peut dire de cette branche, c'est que la hausse de 9% a été portée par la croissance des vaccins polio, coqueluche et HIB en Europe et de Pentaxim en Chine. Il note aussi qu'il y a eu une forte reprise des voyages et donc une augmentation des rappels et des vaccins pour les voyageurs. Donc là on peut voir une augmentation de 83% de ce type de vaccin. Pour terminer, on a cette quatrième branche d'activité, c'est la branche santé grand public de Sanofi et elle représente environ 13% du chiffre d'affaires. Donc là aussi petite hausse de 9% portée par des
catégories comme toux et rhume, allergies, santé digestive, etc. Et on a pu noter dans la présentation que c'était surtout en Europe et dans le reste du monde car c'était resté plutôt stable aux US. Du coup on peut voir la hausse de 74% ici de toux et rhume. On voulait noter une petite chose, on imagine que les médicaments comme le Doliprane sont inclus là-dedans et donc ça représente que 300 millions de chiffre d'affaires sur 10 milliards de chiffre d'affaires réalisés sur le trimestre. Nous personnellement avant de faire cette analyse on imaginait que le Doliprane représentait un peu plus dans le chiffre d'affaires de Sanofi, notamment parce qu'on voit les Français acheter des Doliprane un peu tout le temps et en prendre pour tout et n'importe quoi. Mais il semblerait qu'on se soit trompé puisque en fait les ventes de Doliprane sont plutôt non significatives dans le business de Sanofi. On voulait faire cette petite parenthèse pour montrer que c'était vraiment important d'analyser les branches d'activité des business dans lesquels on souhaite investir, puisque si on fait pas ce minimum de recherche, eh bien on peut se tromper sur la raison pour laquelle on investit dans telle ou telle société. Et on voit bien qu'en ayant analysé ces 4 branches d'activité, eh bien ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce que vend Sanofi. Voilà, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux la société, on a classé différentes informations en points positifs ou points négatifs ensuite. Alors le premier point positif qu'on peut noter, c'est que le chiffre d'affaires est tout simplement en plutôt belle hausse. Voilà, il a augmenté de 14,2% entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, et on peut noter qu'il a augmenté de 8,4% à taux de change constant, ce qui veut dire qu'il y a eu un effet de change particulièrement positif lié à la hausse du dollar. D'ailleurs, ça a été le cas pour beaucoup de sociétés européennes exportatrices. On a vu notamment que ça a été le cas aussi pour LVMH. Du coup, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chiffres d'affaires de Sanofi par zone géographique, eh bien on se rend compte qu'elle réalise beaucoup de ventes aux États-Unis. On peut voir aussi que le CA était en hausse sur quasiment toutes les zones géographiques. On peut noter que dernièrement, il y a eu une baisse de chiffre d'affaires en Russie sur le T2 2022, mais voilà, c'est pas très significatif, donc on va pas s'attarder là-dessus. Le deuxième point positif, ça a été, comme on l'a énoncé précédemment, un effet de change bénéfique. Comme on peut le voir dans ce tableau, les ventes de Sanofi s'effectuent à plus de 40% en dollars. Du coup, on peut garder en tête que Sanofi est impacté positivement quand le dollar s'apprécie, et du coup, il faut aussi garder en tête que ça peut être un effet négatif quand le dollar se déprécie. Ensuite, le troisième point positif, c'est que les marges opérationnelles sont relativement élevées et elles sont en hausse pour les activités les plus rentables. Alors dans ce tableau, on voit qu'il parle de l'activité pharmacie et en fait, ça regroupe la médecine de spécialité et la médecine générale comme on a vu précédemment. Ces deux activités, pour rappel, elles représentent environ 75% du chiffre d'affaires de Sanofi. On voit ici que la branche pharmacie représente environ 78% du résultat opérationnel. On voit que la branche vaccin représente environ 8% du résultat opérationnel et on voit que la branche santé grand public représente environ 14% du résultat opérationnel. Pour arriver à la part de 78% du résultat opérationnel, on a pris ce chiffre et on l'a divisé par la somme de 3 chiffres, celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui sont les 3 branches d'activité, puisque comme on le voit ici, il y a des frais un petit peu plus généraux qui sont imputables à aucune des branches d'activité en particulier. Voilà, on a décidé de ne pas le prendre en compte puisqu'on considère que ce sont des frais généraux qui vont baisser ensuite le résultat opérationnel total des 3 activités. Voilà, vous imaginez bien que si on avait pris ce chiffre divisé par ce chiffre, eh bien on aurait trouvé quasiment 100% de résultat opérationnel pour la branche pharmacie, sauf que ça n'a pas trop de sens puisque justement il y a ces frais généraux qui viennent un peu s'ajouter. Du coup, pour rappel, on a 78% pour l'activité pharmacie, 8% pour l'activité vaccin et 14% pour l'activité santé grand public. Du coup, l'activité pharmacie a fait une belle hausse de 15%, sa marge opérationnelle est à 37,7%, en hausse elle aussi. Donc voilà, c'est plutôt des bons chiffres. L'activité vaccin du coup a son résultat opérationnel en baisse de 2,5% et sa marge opérationnelle a été en baisse assez significative à 26,5% contre 30,8% avant. Et pour terminer, on a l'activité santé grand public qui a fait une très forte hausse de quasiment 40% et on voit que sa marge opérationnelle est d'environ 39% contre 33% précédemment. On en conclut que l'activité pharmacie c'est un petit peu l'activité vache à lait de Sanofi. L'activité vaccin elle est en perte de vitesse et en plus de ça elle n'est pas très significative. Et l'activité grand public c'est potentiellement un relais de croissance pour Sanofi avec une forte hausse. Alors le quatrième point positif qu'on a détecté pour Sanofi c'est son médicament Dupixent qui semble être en pleine ascension. Oui, en effet, les ventes de ce médicament sont en très forte hausse de plus de 40%, alors que pourtant il a été lancé il y a environ 5 ans. Cette forte ascension elle s'explique par le fait que c'est un médicament qui sert dans plusieurs indications et il a récemment été accepté pour traiter d'autres maladies que les maladies qu'il traitait jusqu'à présent. Du coup, on peut dire que c'est vraiment l'élément principal à surveiller si on veut investir dans Sanofi puisque ça constitue son principal relais de croissance. Ce qu'on peut aussi dire sur ce médicament pour se faire une idée plus précise, c'est qu'ils ont traité déjà 450 000 patients à ce stade et ils estiment la population éligible à plus de 7 millions. On peut voir ici qu'ils sont fiers de dire qu'ils ont pu ajouter 150 000 patients éligibles rien qu'au deuxième trimestre 2022 et en fait c'est grâce aux nouvelles approbations qu'ils ont eues par exemple de la Commission européenne qui a approuvé le médicament Dupixent pour le traitement de l'asthme chez les enfants de 6 à 11 ans en Europe. Donc voilà comment il faut le dire pour ce premier exemple. Et on a la FDA aux États-Unis qui a approuvé pour d'autres indications. Du coup, comme on peut le voir, le Dupixent a réalisé environ 3,5 milliards de chiffre d'affaires au S1 2022 et ils s'attendent à ce qu'il puisse réaliser entre 10 et 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel dans les prochaines années. Alors maintenant, on va passer aux points négatifs qu'on a pu noter. Et le premier point négatif, c'est que le chiffre d'affaires de Sanofi dépend au final de peu de produits. On pourrait croire qu'en investissant dans une grande
société pharmaceutique comme Sanofi, notre risque il est diversifié dans un grand nombre de produits, mais comme on peut le voir dans ces slides, les ventes des 3 premiers produits de Sanofi représentent déjà 30% du chiffre d'affaires, avec comme on l'a vu le Dupixent qui représente déjà environ 20% du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs selon nous, cette part devrait augmenter dans les prochains trimestres pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement qu'ils s'attendent à une croissance très forte des ventes de Dupixent, donc plus forte que pour les ventes des autres produits de Sanofi en comparaison, donc le Dupixent devrait prendre un petit peu d'avance à ce niveau-là. Du coup un petit peu dans la même idée, mais c'est aussi que les deuxième et troisième médicaments de Sanofi ont l'air d'être en perte de vitesse quand on regarde ici leur croissance. Alors on a pu noter que le Lantus par exemple c'était de l'insuline pour le diabète et que c'était l'ancienne vache à lait de Sanofi, et le chiffre d'affaires en 2014 pour ce médicament était monté jusqu'à 6,3 milliards d'euros, soit 20% du chiffre d'affaires et 30% du résultat opérationnel de Sanofi. Mais cependant dans ce qu'on a pu lire dans le document, il y a eu apparemment une perte de référencement dans les formulaires de remboursement, des difficultés du marché de l'insuline basale et le début d'un programme VBP en Chine qui a été lancé en mai et qui fait baisser a priori les ventes. Du coup on voit bien que les médicaments peuvent perdre leur statut de leader même si c'était une ancienne star. Et du coup le troisième médicament, Aubagio, c'est un traitement pour la sclérose en plaques et apparemment la concurrence accrue et l'effet prix aux US ont fait baisser les ventes. Alors le deuxième point négatif qu'on a pu noter dans ces résultats, en tout cas pour nous personnellement, c'est que dans les labos pharmaceutiques il y a des spécificités comme des alliances par exemple avec d'autres laboratoires, et ici on prend par exemple l'alliance avec Regeneron. Du coup ce type d'alliance elles entraînent des partages de chiffre d'affaires et des partages de coûts entre les différentes entités qui sont un petit peu difficiles à suivre et qui rendent l'analyse des comptes assez fastidieuse. Alors le troisième point négatif il concerne tous les médicaments qui sont attendus et qui sont donc dans les phases 1, phase 2, phase 3 du pipeline. Et il s'avère que Sanofi a eu plusieurs échecs récents sur des médicaments qui étaient en fin de développement et qui n'ont pas été approuvés, ou alors des phases de tests qui se sont arrêtées, etc. D'ailleurs, comme on l'avait dit en début de vidéo, si vous souhaitez vraiment faire une analyse beaucoup plus complète de Sanofi ou d'un autre laboratoire pharmaceutique, eh bien il faut absolument regarder ce pipeline avec les phases 1, phase 2, phase 3 et les phases d'enregistrement. Et pour chaque médicament, notamment ceux qui sont en phase 3 ou en phase d'enregistrement, eh bien il faut regarder à chaque fois la taille du marché potentiel. Il faut regarder aussi la place des médicaments concurrents dans ces marchés pour se faire une idée précise de la situation et essayer de valoriser le médicament et voir ce qu'il pourrait rapporter par la suite. Donc vous vous rendez bien compte que c'est un travail très fastidieux et ça demande beaucoup de temps et de connaissances. Alors ça peut être une bonne idée de regarder un petit peu ce tableau avec les différents traitements qu'ils espèrent sortir en fonction des années, et regarder aussi ce qu'ils disent au niveau du communiqué de presse dans la mise à jour R&D au terme du deuxième trimestre 2022 ici, donc la page 10 sur 32, où ils parlent un petit peu plus en détail de chaque avancée pour les médicaments de phase 3 par exemple ici, et de phase 2 et de phase 1. Alors on a pu lire que dans leur plan stratégique, ils ont mentionné des médicaments comme le Nirsevimab qui est en fait un vaccin, et l'Efanesoctocog alpha qui sont a priori des médicaments pour lesquels ils ont pas mal d'attentes. Donc a priori l'Efanesoctocog devrait selon eux révolutionner les traitements pour l'hémophilie A. Donc voilà, nous en tout cas c'est un domaine pour lequel on peut pas en dire grand chose, on va leur faire confiance, mais on va pas trop leur faire confiance non plus puisque comme vous le savez probablement, Sanofi a connu quelques échecs récemment sur d'autres médicaments, et c'est pour ça qu'on est dans les points négatifs ici, puisque nous personnellement on préfère investir dans des sociétés qui ne rencontrent pas autant de problèmes. Récemment, on a eu des problèmes par exemple sur le tolebrutinib. Donc comme on peut le voir sur ce tableau, il était prévu par exemple pour 2024 ou 2025. On peut voir déjà sur le communiqué de presse qu'il y avait un gros paragraphe sur le tolebrutinib ici. Donc là, si vous lisez, en fait, quelques inquiétudes émergeaient déjà sur la phase 3 aux États-Unis. Et donc, comme vous le savez, il y a ensuite des mauvaises nouvelles qui sont sorties sur ce médicament après la publication des résultats et qui concernaient l'avancement des tests. On a eu ce genre de news sorti début août où Sanofi a en fait annoncé la suspension des recrutements à l'échelle mondiale dans le cadre des essais menés sur le médicament tolebrutinib dans la sclérose en plaques, et début août ça coïncide avec cette chute de l'action Sanofi en bourse. Ensuite on a un autre médicament qui avait fait parler de lui, c'est le Zantac. Donc là pour le coup il s'agit pas de médicaments à venir, mais c'est plus un médicament qui est sorti par le passé et qui a fait des dégâts a priori, et Sanofi va bientôt devoir faire face à des poursuites concernant des allégations selon lesquelles le médicament gastro-intestinal Zantac pourrait entraîner plusieurs formes de cancer. Après il y a plusieurs sons de cloche et il y a certaines personnes qui pensent toutefois que Sanofi a une part assez faible de responsabilité dans cette affaire et qu'elle n'aura donc pas beaucoup de dédommagement à payer puisque cette responsabilité semble être partagée avec d'autres labos pharmaceutiques. On a vu le tolebrutinib, le Zantac, et il y a un troisième médicament qui a eu des mauvaises nouvelles récemment, c'est le amsénestran comme on voit ici, et donc a priori il y a eu des problèmes encore plus récemment que les autres concernant ce médicament ici dans le traitement du cancer du sein, donc traitement par voie orale qui était prévu en 2025 et après comme on le voit ici, et a priori ils ont arrêté le développement clinique. Voilà, on a vu les points positifs et les points négatifs selon nous. Maintenant on va parler des prévisions 2022
2022 et des commentaires du management de manière générale. Alors rapidement, dans les prévisions du deuxième semestre 2022, on retrouve donc l'espérance de forte croissance pour le Dupixent. On retrouve également des cessions prévues de produits de médecine générale non stratégiques qui devraient générer du cash pour la société. En négatif, par contre, on retrouve une crainte concernant la macroéconomie et ils attendent également une baisse des ventes pour des médicaments comme le Lantus. Donc comme on a vu, c'était l'insuline qui était le troisième médicament de Sanofi à cause notamment du programme VBP en Chine qui concerne les insulines. Alors comme on peut le voir ici dans le commentaire de Paul Hudson qui est le directeur général de Sanofi, le ton du discours est particulièrement positif et encourageant et donc là on retrouve son discours un peu plus étayé et nous ce qu'on a pu noter c'est un objectif de marge opérationnelle des activités de 30% en 2022. Alors pour info, Paul Hudson il est en poste depuis 2019 chez Sanofi et il vient du monde de la pharmacie donc c'est plutôt rassurant. Il a réalisé une grande partie de sa carrière chez AstraZeneca pendant 10 ans. Il est ensuite devenu directeur de la branche médicaments du Suisse Novartis pendant 3 ans avant de rejoindre Sanofi. On a pu voir aussi que le directeur financier était en poste depuis 2018 et que lui par contre il vient de chez Peugeot. Alors la question qu'on a voulu se poser maintenant c'est est-ce qu'ils ont le skin in the game? Donc pour ça on a tapé rémunération Sanofi dans Google. Donc là c'est pas l'info qu'on recherche mais par contre ici ça va être l'info qu'on recherche sur le site de Sanofi avec les différentes publications qui concernent les rémunérations des dirigeants et des mandataires sociaux. Et pour ça, on va cliquer là-dessus. Alors, on est allé voir la rémunération puisqu'on n'a pas réussi à retrouver Paul Hudson dans le capital de la société puisqu'on imagine qu'il a une part du capital minime. Voilà, on va regarder donc sa rémunération au titre de 2021. Alors, rapidement, on peut voir qu'il a une rémunération de 1 300 000 € en fixe. Il a une rémunération de 2 308 000 € en variable en fonction des objectifs qu'il réalise. Donc là, on peut voir le tableau des différents objectifs qu'il doit réaliser, s'il les a réalisés, etc. Ensuite, on peut voir ici qu'il a touché 75 000 actions de Sanofi, ce qui représente environ 5 300 000 €. Là, ensuite, dans ce paragraphe, on voit qu'il a reçu également des Phantom Stock Units. Au final, il a eu, je crois, 21 775 unités. Donc, c'est comme si on avait 21 775 actions, sauf qu'on n'est pas propriétaire d'actions vraiment. Et ces 21 775 unités, a priori, elles valaient 2 millions d'euros. Donc voilà, au final, c'est une prime en cash qui est liée à la valeur des actions. Donc, j'imagine que c'est plus simple à gérer pour la société. Donc, au final, pour reprendre, on a 1 300 000 € de salaire fixe, mais environ 10 millions d'euros de rémunération totale en 2021. On voit du coup que sa rémunération variable et sa rémunération long terme en actions ou en numéraire représentent plus de 80% de sa rémunération totale. Donc voilà, du coup, libre à vous d'en conclure s'il a vraiment le skin in the game ou pas. Donc skin in the game en français, on peut le traduire par jouer sa peau. Puisque voilà, toutes ces rémunérations variables vont le motiver à fournir plus d'efforts et à vouloir voir notamment l'action de la société grimper. Mais on est quand même très loin d'un niveau de skin in the game comme Bernard Arnault dans la société LVMH par exemple qui détient énormément de capital de la société. Alors avant de donner notre avis sur Sanofi, on a voulu voir d'autres anecdotes et informations qui peuvent être intéressantes pour prendre des décisions. On est allé sur Zone Bourse et on voit ici dans la liste des actionnaires de la société que L'Oréal est placé en numéro 1 et donc L'Oréal détient a priori 9,3% de la société Sanofi à l'heure actuelle. Donc voilà, ça peut être une idée par exemple d'acheter des actions L'Oréal si vous voulez mettre un pied dans Sanofi tout en vous sentant un peu plus diversifié. De plus, ça rebondit sur ce qu'on vient de dire, mais L'Oréal a la particularité d'avoir des dirigeants qui ont vraiment le skin in the game pour le coup, puisqu'il s'agit d'une famille qui détient plus de 30% du capital de la société. Voilà, il s'agit de la famille Bettencourt avec notamment Liliane Bettencourt qui était très connue. Autre information qu'on voulait mettre en avant, puisque pour nous c'est important d'en parler, le rendement calculé du dividende ici, on peut voir qu'il est de plus de 4% pour 2022 et 2023. Donc certains vous diront que le rendement du dividende de Sanofi est particulièrement alléchant au cours actuel, notamment après la baisse de l'action, mais on trouve personnellement que c'est une erreur de baser sa décision d'achat sur ce paramètre, quand vous êtes un investisseur particulier en tout cas, car pour nous les dividendes c'est seulement utile dans un certain cas, c'est seulement un moyen pour les gros investisseurs qui ont du contrôle sur une société, donc qui détiennent un pourcentage assez élevé du capital de la société, de se faire verser une part du résultat sans avoir à vendre leurs actions, puisque en vendant des actions, ils perdraient des droits de vote et donc du contrôle de la société. Mais quand vous êtes un investisseur particulier qui détient 0,0001% du capital d'une société, eh bien il n'y a dans ce cas-là aucune différence entre vendre des actions ou toucher des dividendes. Ça revient exactement au même et le contrôle de la société ne vous concerne pas dans ce cas-là. En plus de ça, comme vous le savez, le dividende n'est qu'un transfert d'argent du compte bancaire de la société vers votre compte bancaire. Ça ne vous enrichit pas comme pourrait le faire par exemple le coupon d'une obligation ou le loyer d'un appartement. Ça ne fait que modifier la composition de votre patrimoine. Par exemple, si on prend une valeur proche de celle de l'action de Sanofi, vous avez une action de 100 €, elle verse un dividende de 5 €. Le lendemain, vous aurez une action de 95 € et 5 € de cash. On voit bien que le patrimoine n'a pas bougé, c'est seulement la composition qui a été modifiée. Et la société aura beau verser un dividende de 4 ou 5% si l'action baisse de 20%.
20%, elle n'est pas intéressante pour l'actionnaire. Et pour ceux qui risquent de dire que l'action remonte automatiquement derrière, on s'est mis sur une période de 5 ans. Et comme vous pouvez le voir sur une période de 5 ans, l'action a perdu 1,97%. Donc elle n'a pas bougé depuis 5 ans et vous avez en fait touché 4% tous les ans de dividendes. Du coup, pour simplifier, votre performance globale, elle est d'environ 4% annuel. Et si on compare par exemple à une société comme LVMH qui verse très peu de dividendes, et bien là on a la courbe jaune et on voit que sur 5 ans, elle a réalisé une hausse de 167%. Et du coup, dans le cas de LVMH, c'est pas 4% annuel qu'on a gagné, mais c'est environ 20% annuel. Alors maintenant que tout ça est dit, on va passer à la partie dans laquelle on donne notre avis sur la société avant de conclure la vidéo. Alors on peut probablement faire confiance à Sanofi pour sortir des médicaments qui marchent, car c'est leur métier depuis plusieurs décennies maintenant. En plus de ça, les chiffres ils semblent plutôt bons. Cependant, on trouve qu'il n'est pas judicieux d'investir dans une société quand on ne comprend pas si ce qu'elle compte faire va fonctionner ou pas. Car dans notre cas, on n'a aucune connaissance du secteur ou du marché qui nous permettrait de prendre des décisions éclairées. Par contre, pour certaines personnes qui comprennent le business et qui ont repéré des spécificités qu'on n'a pas vues, eh bien ça pourrait très bien être un bon investissement pour eux. C'est vrai qu'on aurait pu creuser l'analyse en regardant plus en détail le pipeline, en regardant pour chaque produit en cours de développement la taille du marché potentiel, la place des concurrents, etc. pour se faire une idée précise de la situation, mais on imagine qu'il y a des personnes parmi vous qui sont bien plus capables de le faire que nous. Et c'est vrai que c'est quand même un point primordial à prendre en compte quand on investit dans ce type d'action, donc les laboratoires pharmaceutiques ou bien encore les biotech. Voilà, la capacité à anticiper la valeur que généreront les futurs médicaments mis sur le marché. Et pour nous, personnellement, ça aurait été trop fastidieux et ça aurait pris trop de temps, mais on espère qu'on vous a quand même fourni une bonne analyse. Alors pour reprendre certains points négatifs, c'est vrai qu'il y a eu quelques échecs récemment et ça va priver Sanofi de certains relais de croissance qui étaient pourtant attendus. Donc voilà, ça rajoute de l'incertitude dans l'esprit des investisseurs. On a également la part du Dupixent dans le chiffre d'affaires qui est déjà élevé et qui risque d'augmenter. Donc a priori, ça rendrait la société encore plus risquée. Du coup, pour toutes ces raisons, personnellement, on préfère rester à l'écart de l'action malgré la baisse récente. C'est vrai que la compréhension du business est un peu trop difficile pour nous et ça nous permet pas trop de savoir si c'est une bonne opportunité ou pas. Et le dividende n'est clairement pas un critère qu'on prend en compte pour décider d'acheter une action ou pas. Pour ceux qui sont tout de même intéressés par Sanofi, peut-être que se pencher sur un investissement dans L'Oréal peut être une idée intéressante selon nous. Voilà, puisque 1/10 des résultats de Sanofi remontent donc dans la société L'Oréal. On espère que cette analyse vous a plu. Et si vous souhaitez investir dans des actions en bourse, le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser des courtiers fiables et avec des frais réduits. Pour ça, on vous met un lien tout en haut de la description qui répertorie les quelques courtiers que nous on utilise personnellement et qu'on n'hésite pas à recommander. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce lien pour voir tous les courtiers et à ouvrir des comptes chez eux si vous le souhaitez. En plus, ça soutiendra la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un gros like en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines analyses. On vous met les sources qu'on a utilisées pour cette vidéo dans la description. Si on a fait des petites erreurs ou bien que vous voulez tout simplement débattre au sujet de certains points avec nous concernant cette analyse, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça nous fera plaisir, on le lira et on y répondra. On répond à tous les commentaires. Sur ce, on vous souhaite une bonne santé à la fois de vous-même et de votre portefeuille et c'est le ciao!